Bienvenue sur Matchy Matcha. Aujourd'hui, nous accueillons Paul qui a un parcours assez intéressant puisqu'aujourd'hui, il a 2 activités, 2 casquettes, donc sur le coaching agile et sur la méditation et yoga. Donc, il va pouvoir nous expliquer un petit peu comment il a fait finalement pour en arriver là, en quoi ça consiste et en quoi ces métiers sont intéressants et pour qui ils sont faits finalement. Donc, merci d'être venu pour ce podcast, Paul. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter en une phrase ? En une phrase, c'est déjà challengeant. Aujourd'hui, je me définirais plutôt comme un thérapeute en devenir. Et j'utilise les outils du yoga pour réduire la douleur au niveau physique, émotionnel et mental. On n'est pas que ce corps physique. Et donc tous ces outils-là, comme on peut finalement l'avoir la boîte à outils du manager, quand on gère un projet web notamment, mais là je vais utiliser ces différents outils au quotidien, pour moi, pour ma famille et au travail. Donc on verra dans le cadre de cette interview comment ils sont complémentaires et comment ils sont liés finalement. Ouais. Tout à fait. Et en fait, le but aussi de cette interview, c'est de pouvoir discuter de reconversion professionnelle notamment et de pouvoir donner des conseils, des astuces aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent suivant la plateforme. Et pour commencer, il y a une question que j'aime bien poser en général, c'est si on pouvait remonter le temps, rembobiner et revenir en arrière au Paul qui commence tout juste ses activités, que ce soit dans le coaching ou que ce soit dans la méditation. Si tu pouvais revenir à ce moment-là et te chuchoter un conseil au creux de l'oreille, qu'est-ce que tu dirais à ce Paul à ce moment-là ? Je dirais, crois en toi, écoute la petite voix à l'intérieur qui t'encourage à aller de l'avant et à passer à l'action. C'est à travers les expériences finalement qu'on se forge et qu'on apprend tout simplement. Ouais. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que souvent les gens qui sont en reconversion justement, ils ont peur de se lancer et du coup, par exemple, souvent ce que je remarque c'est qu'ils font beaucoup de formations, etc. parce que comme ça retarde le moment où ils vont devoir passer à l'action. Mais comme tu l'as dit, en fait, il ne faut pas attendre d'être prêt à 100% parce qu'on n'est jamais vraiment prêt à 100% et tu apprends sur le tas aussi. On le voit beaucoup en entrepreneuriat et souvent il est suggéré « fake it until you make it ». Et j'ai plus tendance à... Je sais qu'au fond de moi, je suis en capacité de pouvoir le faire, de pouvoir donner ou de pouvoir partager une expertise. Mais des fois, on attend la certification. Ouais. Et souvent, la société demande la certification. Ouais. Je ne l'ai pas forcément partout. D'ailleurs, je ne suis pas certifié coach agile ou je ne suis même pas certifié Scrum. Mais c'est mon job aujourd'hui. C'est paradoxal, mais... Ouais, c'est clair. Mais parce que en fait, tu connais les techniques, les méthodes, et du coup, quand le recruteur ou le responsable d'équipe, il va venir te recruter, c'est qu'un bout de papier finalement. Quand il te pose les questions, s'il voit que toi, t'es la bonne personne, vaut mieux prendre la bonne personne. Et les recruteurs, ils préféreront toujours prendre la bonne personne qui n'a pas forcément le papier que plutôt de prendre une personne qui convient moins bien, mais qui a le papier, quoi. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, en France, on est un petit peu plus en train de changer par rapport à ça. Ça se voyait beaucoup aux États-Unis et en France, on était beaucoup le diplôme. Et du coup, c'est pas mal, ça change dans le bon sens, je trouve. J'ai une petite histoire par rapport à ça, si je peux me permettre. Bien sûr. Ça fait écho à l'entretien que j'ai eu avec, mon responsable aujourd'hui. Ouais. On a eu cette interview pour savoir si j'étais shortlisté ou retenu pour le poste. Donc là, aujourd'hui, je suis en freelance pour une activité de coaching agile ou Scrum Master. Ouais. Et il m'a posé un certain nombre de questions. Et ce qui m'a marqué dans l'échange, c'est qu'à un moment donné, il a insisté plusieurs fois pour savoir ce que j'allais mettre en place. Et plusieurs fois, j'ai insisté en retour en lui disant « Écoute, on va d'abord rien mettre en place. Je vais observer et je vais écouter. Et je vais surtout écouter ce que les hommes, dans les différentes équipes, les hommes ont à me dire, les hommes et les femmes. » Et même pas à la fin de l'entretien, il m'a dit « Écoute, t'es le premier qui m'a dit que t'allais rien mettre en place et qui allait tout simplement écouter les autres d'abord. Pour ensuite voir
quels leviers, quels outils on allait activer pour activer le changement et accompagner l'humain. Et il m'a dit, t'es le seul à me l'avoir dit, donc c'est bon, tu peux commencer la mission. Des fois, ça se joue à rien, finalement. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer clairement ce que c'est ton poste? T'es plutôt Scrum ou plutôt coach agile, et en quoi ça consiste? Disons que je suis un profil, j'ai du mal à rester en place dans une boîte. J'ai du mal à m'identifier à une boîte ou à me mettre dans un système de boîte. Disons que je me verrais comme... J'ai un master en entrepreneuriat et en management de projet. Oui. Donc j'ai été outillé pour pouvoir soit monter une entreprise, soit mener à bien des projets. Et là aujourd'hui, c'est des projets dans l'IT, oui. des sites web ou pour développer des applications mobiles. Oui. Et donc il y a une approche, disons, agile qui permet de mener à bien des projets de ce type-là. Ouais. Et c'est là où on a le framework qui s'appelle Scrum, où en fonction d'une certaine approche, avec certaines valeurs, certains archétypes, on peut mener à bien des projets web en tant que Scrum Master. Il est garant de la méthode Scrum. Et quand je dirais on amène une dimension encore plus humaine, on est davantage dans l'humain ou dans ce qu'on peut appeler les soft skills. Oui. Là, on peut vraiment sentir des choses, ressentir des choses et mieux accompagner l'humain et les projets de transformation. Et c'est là où le coaching il est intéressant puisque finalement, on est davantage à l'écoute, on utilise plus l'écoute active pour finalement guider la personne qui a déjà la réponse en elle. Ouais. Et donc c'est là où là je suis un peu entre les deux. Un coup j'ai la casquette de coach agile parce que je pose des questions ouvertes et je suis là pour, avec mon propre ressenti, je peux avoir aussi mes propres filtres, ce qui est une erreur. Mais j'essaie de rester en retrait en utilisant la question ouverte pour pouvoir guider. Et là, finalement, même dans le cadre d'un projet web, j'ai plutôt la casquette de coach pour que le projet se passe bien et qu'en tout cas l'homme ou la femme, dans le cadre de ce projet, se sente bien et à sa place pour mener à bien le projet. Donc toi, aujourd'hui, tu es plutôt coach agile que Scrum, si je comprends bien, ou... Parce que je me souviens que moi, quand je bossais dans l'IT, vraiment, ils différenciaient ces deux métiers-là. Ouais. Parfois, on devait recruter, parce que j'étais commercial dans l'IT, et parfois, on devait recruter des Scrum Masters, et parfois, on devait recruter des coachs agiles. C'était vraiment différencié. Disons que c'est différencié. Moi, j'aime pas les différencier, mais c'est personnel. C'est personnel. Ouais. Aujourd'hui, j'ai été recruté en tant que Scrum Master. D'accord. Mais j'interviens au-delà de ce qu'on me demande pour accompagner l'homme parce que c'est ce qui me fait vibrer. En fait. Ouais. Comme ce qui me fait vibrer dans la pratique du yoga, où je peux me mettre à disposition, si l'occasion se présente, pour accompagner quelqu'un dans sa démarche, pour se sentir mieux avec elle-même ou lui-même. Et c'est peut-être ça aussi qui a plu justement à la personne qui t'a recruté, c'est que toi, tu as un profil atypique. Et souvent, les personnes qui se reconvertissent, bien souvent se reconvertissent pas dans le même métier que ce qu'elle faisait de base. Et du coup, ça fait des profils atypiques, ça fait des profils qui ont plusieurs compétences. Toi, en l'occurrence, ça va être cette casquette de coach, de yoga, de médiateur, de méditation, etc. Et cette casquette un petit peu plus technique, où il y a des compétences plus terre à terre, plus hard skills, qu'il faut, bien sûr, pour évoluer aussi en entreprise. Et du coup, c'est peut-être ce côté atypique qui a plu, quoi, cette ambivalence. Et même au-delà de ce côté atypique, je dirais, il y a vraiment un accent qui est fait aujourd'hui sur la partie soft skills, qui pour moi, et je le conscientise au moment où on parle maintenant, devient vraiment un hard skills. C'est quelque chose qui n'est pas forcément demandé en entreprise, mais quand c'est présent, en fait, tout de suite, on voit la valeur. Disons que même si sur mon hard skills, je dois être là pour être garant de la méthode et mener à bien ce projet avec des équipes, ce projet développement de site web ou application mobile, finalement, je ne vais pas développer. Je suis garant juste de la méthode et de l'approche et du cadre. Pour que le cadre il soit, disons, plus ou moins respecté, pour qu'on amène plus d'efficience, plus de transparence, et que finalement, qu'il y ait plus d'huile dans les rouages et que ça déroule de la meilleure des manières. Mais en ayant développé, en ayant fait ce travail, dans un premier temps sur moi, sur, disons, la partie immergée de l'iceberg. Là, j'amène ça dans le monde de l'entreprise et en fait, j'arrive à ressentir des choses. J'arrive à ressentir quand une personne a besoin d'être connectée à une autre. Et j'arrive à faire le lien entre certaines personnes. Et des fois, ça ne peut pas être fait, ça peut paraître paradoxal, mais ils sont tellement experts dans le fait de produire qu'en fait, ça permet des fois de prendre un petit peu de hauteur et puis en se disant, OK, même si je suis expert et je sais très bien faire ça,
Peut-être que 2 experts sont dans la même équipe, ils vont bosser sur le même sujet, et finalement, on commence en chemin, et au bout d'1 jour ou 2, le chemin, il se sépare. Ils feront plus ou moins la même chose, mais quand il faudra faire le point quelques jours après sur le même chemin, on se rendra compte qu'ils sont peut-être à des kilomètres d'écart. Et là, après, en termes de code, etc., peu importe ce que ça implique derrière, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire. De toute façon, toi, ton métier, c'est un petit peu de faire des ponts aussi et de relier les personnes entre eux, de vérifier que tout se passe bien. C'est un peu de la gestion de projet aussi. Et dans cette casquette-là, forcément, tu as une grosse partie comment dire, de coordination et de bienveillance. Parce que forcément, si tout le monde se sent bien dans l'équipe, si tout le monde communique bien ensemble, le projet il va avancer mieux, plus vite. Et ces métiers-là, quand je dis ces métiers-là, c'est tes 2 casquettes, on va dire, donc la casquette yoga et la casquette coach agile. Tu dirais que c'est fait pour qui comme type de personne, type de personnalité? C'est une bonne question. On n'est pas tous pareils. On est tous uniques. Des personnes qui ont cette fibre pour accompagner l'autre et qui ont fait suffisamment de travail en amont sur eux-mêmes. Ces personnes-là, à un moment donné, elles peuvent se mettre au service. Se mettre au service, et je me considère même comme me transformer en outil dans le cadre de ce projet-là. Je me mets à disposition du projet, des équipes, je m'efface au maximum pour que les experts puissent parler et puissent travailler de la meilleure des manières. Ouais. Finalement, la technique, vu que je ne vais pas coder, je ne suis pas pertinent sur certains échanges. Par contre, sur de la mise en relation, comme tu le disais, là, je le suis. Ouais. Peut-être que je peux aussi, vu que j'ai travaillé des choses en moi, même si le chemin il est vers l'infini, disons, je peux ressentir des choses. Et quand je ressens des choses, maintenant, je me fais très confiance. Ouais. Parce que j'ai travaillé un minimum avec moi-même. C'est une grosse intuition, quoi. C'est ça. Et en fait, disons que des personnes qui sont suffisamment connectées avec elles-mêmes, qui aiment accompagner l'humain, c'est des valeurs qui sont nécessaires pour ce type de job. Ok. Et ça, du coup, ça va être beaucoup des soft skills. Demain, par exemple, moi, je veux devenir coach agile ou Scrum. Je sais que toi, tu disais que tu n'as pas forcément le document qui fait foi. Mais est-ce que moi, je peux me présenter à un entretien comme ça? Est-ce qu'il faut que je fasse... Tu vois, peut-être que moi, je viens d'une école de commerce, donc peut-être qu'il faut que je fasse quand même une formation. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là? Maintenant, ce qu'il est demandé auprès des entreprises, je ne suis pas au fait de tout ce qui est demandé de la part des entreprises aujourd'hui. Ouais. Moi, ça remonte déjà il y a quelques années. Ouais. Je dirais que dans tous les cas, il faut rester honnête. Honnête avec soi-même et honnête avec l'entreprise qui nous embauche. Dans le cadre de ma mission actuelle, j'ai été honnête sur le fait que je n'avais pas ce papier. Parce qu'à un moment donné, j'ai dû passer la certification et le formateur, il n'avait pas accès à son système pour donner nos accès, nos identifiants et nos mots de passe pour nous connecter. C'est comme ça que la première fois, je n'ai pas passé la certif. Et depuis, j'ai continué à avoir de l'expérience. L'expérience que je partage, notamment en entretien pour être recruté sur des missions. Et c'est ce que je partage. Après, si tu as pour rebondir sur ce qu'on se disait avant, cette fibre humaine pour accompagner l'autre, et ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir, disons, vraiment travailler sur le fait d'être un canal. D'être un canal, puisqu'on n'est pas que ce corps physique, et c'est là où toute la dimension du yoga rentre en jeu et peut faire sens. C'est qu'il y a certaines impressions, ou émotions, ou pensées, qui ne doivent pas rester, du coup, engrammées en nous dans le cadre de ce travail-là. Puisque les sujets, ils varient, c'est très dynamique. Par exemple, sur une matinée, j'accompagne 3 à 4 équipes. En 1 heure, je peux faire 4 réunions de 15 minutes. Et donc, en termes de sujets, c'est beaucoup. Et donc, si on n'est pas prêt à ça, et si on met trop le mental là-dedans, on est trop accroché à l'émotion qu'on ressent, il se peut qu'au bout d'une certaine période, quelques jours, quelques semaines, ou même des fois quelques heures, ça soit compliqué à gérer et qu'on se sente un petit peu perdu. L'idée, c'est vraiment d'avoir un regard sur soi au moment où tu te mets à disposition dans le cadre d'un projet pour pouvoir évacuer ce qui a évacué et garder ce qui est bon pour le projet. Et ça, tu vois, c'est souvent le cas, je le vois dans le salariat. Après, je ne sais pas si inconsciemment, le fait que toi, tu sois freelance, ça enlève, mais j'ai l'impression quand même un petit peu cette responsabilité qu'on se met quand on est salarié. Mais souvent, les personnes que j'accompagne, ils font beaucoup de burn-out, etc. parce que
on leur met la pression dans le taf, mais eux-mêmes se mettent la pression aussi tout seuls. Donc ça fait double punition. Et du coup, ils se mettent beaucoup de charge mentale, etc. Ils veulent bien faire. Et du coup, d'un moment, en fait, t'exploses. Et ça, c'est difficile. Toi, tu as cette capacité aussi, je pense, à différencier le pro, le perso, à faire le vide à l'intérieur de toi, à mettre des outils en place pour vraiment te sentir bien, te sentir aligné. Et ça, c'est top. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de clients aussi qui, par rapport à tout ça, veulent souvent se reconvertir dans tout le domaine du bien-être. Donc j'avais fait un épisode sur YouTube. Le premier épisode que j'ai fait, c'est sur une femme qui était chez les Kretz, je ne sais pas si tu connais l'agence immobilière, Oui. Et qui a ouvert son studio de pilates, par exemple, tu vois. Okay. J'ai une autre avec qui je discute en ce moment, justement. Elle fait du yoga. Elle était architecte à la base. Et en fait, il y en a plein qui veulent se lancer comme ça dans le domaine du bien-être. Est-ce que tu l'as remarqué, toi aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir dans cette branche-là ? Je l'ai remarqué aussi, et le fait que l'environnement est très dynamique favorise ces choses-là. Ouais. Ça répond aussi à la question que tu as posée il y a quelques minutes, à savoir une des qualités qui est nécessaire ou des compétences qui est nécessaire, c'est au-delà de se connaître, la façon dont tu vas exprimer les choses. Il y a beaucoup de filtres entre la manière où je vais recevoir une information avec mes propres conditionnements, la manière dont je vais les penser, les articuler dans ma tête, les produire avec des mots pour en faire des phrases, pour qu'ensuite, de ton côté, il y ait ce même cheminement pour recevoir l'information et avec tes propres conditionnements, que tu intègres ou pas, ou en partie, le message. Et donc, cette communication, elle est vraiment essentielle dans ce type de job, que ce soit du Scrum Master ou du coaching agile, puisque si tu es suffisamment à l'écoute de toi, tu peux arriver aussi à définir, disons, des barrières de sécurité pour toi, parce que c'est important de toujours être aligné avec toi-même, peu importe le métier que tu effectues, et surtout quand tu accompagnes de l'humain. Et quand tu sais, disons, où est la limite, parce qu'à un moment donné, tu as besoin d'un temps de pause pour toi de 5 minutes, ou tu as regardé un écran toute la matinée et tu n'as pas cligné l'œil des yeux, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Si tu n'as pas ce regard sur toi, tu peux te mettre en difficulté avec toi-même, physiologiquement, mais aussi après, quand tu accompagnes l'humain, ça va se répercuter sur l'humain que tu accompagnes, et les groupes. Et donc là, c'est vraiment très important. Et par rapport au parallèle que tu faisais, aujourd'hui, disons, la société, telle qu'elle est construite, elle dissocie le salariat du freelance. Mais pour moi, dans les faits, c'est la même chose. Parce que tu sois en salariat ou en freelance, s'ils ne sont pas contents de toi, à un moment donné, ils trouvent la solution pour que tu puisses quitter l'entreprise. Oui. C'est certes peut-être plus simple sur du freelance, parce que du jour au lendemain, tu peux partir avec un délai de carence en fonction des différentes entreprises, des contrats que tu as signés. Mais sur du salariat, c'est plus ou moins la même chose. Bon, il faut faire une faute grave, une faute majeure, peu importe. Après, il y a la loi française qui protège cela. Mais finalement, en tant que freelance ou en tant que salarié, si tu sens, en étant connecté à toi, que là, il faut que tu passes un message d'une certaine manière, et la manière dont tu vas passer le message va impacter l'autre, c'est aussi important. Si le message porté, il est non violent, en disant que tu as besoin d'un temps pour toi, par exemple, pour travailler sur un sujet où je n'ai pas la réponse, je vais travailler, et ensuite tu apportes la réponse, c'est parce qu'en recevant la pression, en acceptant de recevoir la pression, en tant que salariat ou en freelance, ça va fonctionner. Souvent, on a cette tendance à, et c'est l'expérience que j'ai eue aussi, de changer plusieurs fois d'entreprise. Finalement, je suis passé sur du freelance. Je me suis dit, comme ça, si ça va pas, je pars. Mais ce qui est intéressant de faire à un moment donné, c'est si ça va pas, de rester. Si ça va pas, de rester, en s'écoutant et en essayant de, par sa posture, juste de partager d'une meilleure manière les sujets pour éviter de juste d'aller en entreprise ou de se reconvertir à l'infini, parce que finalement, il y a quelque chose qui va pas. Et souvent, c'est aussi le chemin du yoga. On se rend compte, et même quand on voyage aussi souvent, on voyage beaucoup parce qu'on a tendance à se dire, le bonheur ou la paix, on va le trouver au voyage, pendant le voyage, ou pendant une aventure, ou une expérience. Mais finalement, si on considère que le vrai voyage, il est à l'intérieur, que ça soit quand tu voyages, en yoga, ou même dans le monde de l'entreprise, si tu t'écoutes, et la manière d'après tu amènes le message, ça fait toute la différence. Et tu n'as plus besoin de
de partir et de changer. Après, Sauf je si comprends. l'environnement il est très malsain. Ouais, voilà, je comprends Je pars d'un environnement un peu neutre. ce que tu veux dire, mais c'est vrai que franchement, je sais pas si toi, tu as eu de la chance dans ton parcours ou pas. Moi, pas forcément. Après, Ok. c'est le métier qui fait que aussi, je pense que quand tu es consultant, tu es beaucoup plus... tu es souvent quand même plus privilégié en termes d'ambiance, en termes de... Voilà, que quand tu es commercial dans l'IT. Mais moi, franchement, ça s'est souvent très mal passé. On m'a souvent très mal parlé. Ok. On m'a même viré pour faute grave alors que j'avais rien fait. C'est allé jusqu'au prud'homme et j'ai gagné. Mais ça a été hyper lourd, tu vois. Et Ok. franchement, ça peut être destructeur parfois. Et du coup, en l'occurrence, moi, le conseil que je donne aux personnes qui vivent des choses difficiles comme ça, c'est, mais franchement, mais casse-toi en fait, enfin barre-toi Mhm, mhm. parce que après c'est tellement dur de se relever d'expériences comme ça que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Franchement, le taf c'est pas la vie et il y en a tellement des tafs. Bah, en fait, c'est comme quand tu vis une relation toxique avec quelqu'un, tu vois. Bah, tu peux vivre une relation toxique avec ton taf aussi. Mhm. Et si c'est le cas, mais barre-toi en fait. Enfin, franchement, il y en a des milliers des tafs. Euh, c'est trop dur après mentalement de se relever d'expériences comme ça. Donc, voilà, faut trouver ce qui convient pour toi et ça peut être telle ou telle entreprise, mais ça peut être aussi tel ou tel statut parce que bah, quand tu es freelance, tu l'as dit, c'est vrai que c'est quand même plus facile de pouvoir tester plusieurs boîtes et trouver en fait chaussure à ton pied. Euh, après, Je suis d'accord avec toi. Je partais du principe où les valeurs humaines sont présentes et ouais. réellement existantes. Mm. On n'est pas à l'abri d'un faux pas parce qu'on est tous humains. On ressent tous des émotions, on a tous des pensées. Et des fois, on n'est pas dans notre meilleur jour. Donc des fois, on est face à quelqu'un qui est dans cette situation-là. Et même nous-mêmes, on n'est pas capable des fois de gérer un épisode de la vie. Mm. Donc tout le monde ne peut pas être parfait, mais c'est vrai que si, disons, ce socle-là, il n'est pas présent dans l'entreprise en question, et qu'après un, deux, trois essais, tu comprends que bah, c'est pas à sens unique, Ouais. mais presque, bon, bah là, il faut y aller, t'as raison. Il faut Mm. partir, il faut faire autre Ouais. chose. Ouais, c'est ça. Et je pense que de toute manière, bah, pour les personnes qui veulent rester dans le salariat, ben, c'est OK, hein. Enfin, on n'est pas sectaire, hein. Je veux dire, il en faut pour tous les mondes. Mais par contre, ce que je peux recommander, c'est que pour moi, il y a des entreprises qui vont être plus ou moins enclins en fonction du type d'entreprise à être bienveillantes ou pas. Par exemple, si quand tu recherches un taf, ton critère numéro un, c'est d'être dans une entreprise qui va être bienveillante, pour moi, vaut mieux éviter les entreprises IT, tu vois. Parce que, bah, surtout, alors encore plus si tu es commercial ou RH, enfin, ou recruteuse ou un truc comme ça, parce que là, c'est le chiffre, le chiffre, le chiffre. Et c'est un monde très masculin et c'est un monde où vraiment on te rentre dedans, tu vois. Euh, et, et après, du coup, pour avoir vu l'envers du décor, donc les équipes de consultants, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, en étant consultant, mais je voyais que vraiment, c'était quand même abusé souvent. Limite, on infantilisait les consultants. Enfin, des fois, franchement, c'était un peu ridicule, je trouvais, en mode ça va, ça se passe bien ta mission. Viens, on va déj ensemble. Viens, on va prendre un café. Mais attends, mais ne bosse pas trop. Attends, mais là, il est 17h. Tu rentres chez toi, hein. Rentre chez toi. Allez, ferme cet ordi. Enfin, franchement, c'est too much. Alors que nous, tu vois, les commerciaux, c'était en mode hop, 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 là, il est 18h30, tu fermes pas l'ordi, hein, tu restes que jusqu'à 19h, minimum, hein, minimum. T'as envoyé combien de CV là? T'as envoyé combien de CV? 30? Non, c'est 40 par jour, 40. Enfin, nous, c'était vraiment, mais c'est à la guerre, quoi. Je sais pas si toi, tu l'as vu, ces schémas-là. J'ai pas vu sur la partie commerciale, mais plutôt sur la partie. J'ai eu plusieurs expériences, et là, j'ai beaucoup de chance, parce que je suis aussi dans une boîte dans l'IT. Ouais. Mais pour le coup, cette entreprise-là, elle a une filiale. Et cette filiale-là, elle doit faire ni perte ni profit. Ouais, Donc déjà, au niveau de l'aspect financier de la chose, on a moins l'impression. ouais, grave. Donc là, il y a des besoins qui ont été identifiés, Hmm. une fiche de poste qui a été créée, et donc du coup, il y a un profil comme le mien qui a été recherché. Ouais, Euh, pour le coup, ils ont envie, et l'humain a une réelle importance au quotidien. C'est pas juste
un effet RSE ou un effet de mode. Et donc, pour le coup, Great place to work. ça se ressent truc-là. réellement. Ouais. Et quand je te parlais de l'intuition tout à l'heure, sur la manière d'amener des choses dans un échange, dans un réunion projet ou avec peu importe la personne qui est en face de toi, cette mission, en fait, je ne l'ai pas cherchée. Elle est venue à moi. La chance. Je devais pas travailler. Comment tu fais pour faire venir une mission à toi? Je sais pas. C'est la manifestation ou rien à voir? J'ai tendance à pas trop me charger en termes d'activité, ou en tout cas je l'essaye, pour m'accorder des moments de pause. Parce que j'ai une pratique où il faut, et je trouve ça très sain pour soi et aussi pour les autres qui nous entourent, d'être plus ou moins à l'écoute de soi pour pas avoir un mot plus haut que l'autre et d'être ajusté pour les autres. Et donc ces temps de pause que je m'accorde, ça me permet aussi, la manière dont je me mets en mouvement dans cette vie terrestre, si tu veux, la manière dont je me mets en mouvement, il y a des choses qui s'articulent. Et si tu charges trop, en fait, tu es dans ton tunnel et tu vois pas potentiellement, t'as pas le temps d'observer ce qui se passe autour de toi. T'as pas le sentiment de pouvoir lever la tête de l'eau et pour juste voir des choses sympas. Pour te dire, là, il y a une opportunité. Est-ce que, en étant connecté avec moi, ça fait sens d'y aller? Ok, j'y vais pas. Mais si tu es tout le temps chargé, tu la vois pas, cette opportunité. Et là, j'avais un moment où j'avais un peu plus de temps. L'opportunité est venue. Ouais. J'ai dit oui, on a discuté. Et c'était pas du tout prévu. Ouais. Je devais pas même être en France. Et je me suis retrouvé à rester. Et je me plais. Mais toi, pour avoir eu cette opportunité, quand même, à un moment donné, tu t'es inscrit, enfin, t'as envoyé ton CV quelque part, quoi. C'est en rentrant d'Inde, après 9 mois passés en Inde, où j'ai mis mon CV sur quelques plateformes de freelance. Je sais même pas comment on m'a contacté. La personne n'a pas su m'expliquer réellement pourquoi. Aujourd'hui, elle sait absolument pas me dire comment elle m'a trouvé. Mais elle m'a trouvé et j'ai été appelé peut-être 2, 3, 4 mois après avoir mis mon CV sur une plateforme. C'est le darknet des CV de recrutement. Et donc, je sais pas d'où mon profil est tombé. Ouais. Il est tombé dans la boîte mail de quelqu'un et elle a vu mon profil, l'a consulté, m'a appelé. Et j'ai fait OK, allons voir, Ouais. sans être convaincu. Et en fait, je me suis rendu compte que OK, c'était le moment pour moi d'accepter cette mission. Et toi, du coup, par exemple, sur ton CV, là, tu avais combien d'années d'expérience dans ce domaine? Faudrait que je regarde mon CV, mais je dirais 6 ou 7 années. Ok, d'accord. Donc, tu es quand même un profil qui commence à être expérimenté aussi. Ouais. Donc ça, en général, ils aiment bien. Entre 5 et 10 ans. Est-ce que tu pourrais, par rapport à ton expérience, dire combien on peut espérer être rémunéré, que ce soit en salarié ou en freelance, suivant ce que tu connais le plus, quand on est ou junior ou expérimenté par rapport à toi, ton expérience aussi? Ah là, je pourrais pas répondre à cette question. Je sais pas du tout. Sur le salariat, encore moins. Et après, sur mon profil, j'ai un profil, disons, très atypique. Donc, je me suis même vendu en tant que professeur de yoga, en tant que thérapeute qui utilise, comme je le disais, les outils du yoga pour aborder la douleur physique, émotionnelle et mentale. Et donc là, j'ai un prix qui est en face de mon profil, et ce profil-là, on le trouve pas partout. Donc, je pourrais pas dire. Ouais. Okay. Je pourrais pas dire. Mais je pense que pour un profil débutant, en freelance, tu peux être entre, je sais pas, 200, 250 et 350, 400 la journée. Ouais. Et intermédiaire plus, au-delà de 400 par jour. Ouais. Et après, tout dépend les limites et aussi de comment on te contacte. Si c'est l'entreprise, si tu as ta propre entreprise et tu te vends, s'il y a quelqu'un qui prend une commission, du coup, sur le fait que tu te mets à disposition d'une autre entreprise. Donc là, du coup, tu peux pas avoir n'importe quel prix parce que cette entreprise doit prendre son pourcentage aussi. Bien sûr, ouais. Et donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais là, sur ce que j'en sais, voilà, je peux pas en dire plus. Ouais. Ok. Et par rapport au... Bon, tu m'arrêtes si je me trompe, mais du coup, j'ai l'impression que tu as plus une casquette de freelance pour tout ce qui est coach agile, et plus une casquette d'entrepreneur pour ce qui est le yoga. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent se lancer aussi dans le domaine du bien-être. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine du bien-être? Est-ce que tu lui donnerais un conseil peut-être Si je prends l'exemple du yoga, le yoga, c'est pas un chemin pour tout le monde et c'est pas un chemin facile.
j'ai envie de dire que si la personne, même si elle est en reconversion, elle est bien avec elle-même, je l'invite pas forcément à faire du yoga. Pourquoi ? Parce que si tu es bien avec toi-même, pourquoi creuser à l'intérieur pour déterrer des trucs que tu sais pas que tu as déterrés, qui potentiellement vont faire changer ton état. Si tu es sûr et suffisamment connecté à toi, tu es bien avec toi-même, ne fais pas de yoga. Reste sur ta voie si tu es bien. Par contre, si tu sens qu'il y a un petit malaise quelque part, physique, émotionnel ou mental, et que tu as envie de te connaître un peu plus, voilà, tu peux commencer le chemin du yoga. Mais le chemin du yoga, en Inde, on appelle ça les samskaras. Samskaras, c'est des impressions. Et qu'est-ce que c'est une impression ? C'est, disons, le cœur, au niveau embryonnaire, c'est le premier organe qui est formé en gestation. Et donc ce cœur-là, il reçoit les émotions. Et en fonction des émotions reçues, l'information est envoyée au cerveau, qui lui est le champ électrique. Et donc quand l'arc est fait sur cet arc électromagnétique, avec cet aimant et ce courant électrique, ensuite il y a une impression qui est créée. Qu'est-ce qu'on en fait de cette impression ? Et bah, au fil des années, depuis la naissance, on accumule, disons, des couches. Et si on ne traite pas ces couches qui s'accumulent, quand on fait le travail du yoga et on fait face à ces impressions, à ces samskaras, et en fait, si on le fait vraiment, c'est très douloureux. Le chemin du yoga, il est pour les courageux. Il est pour ceux qui ont vraiment envie de se connaître. Et qui ont vraiment envie de se connaître suffisamment pour ensuite, et j'ai envie de dire uniquement ensuite, se mettre à disposition pour accompagner les gens pour être mieux avec eux-mêmes. Donc le yoga, c'est un vrai chemin d'abord avec soi. Et je dirais que j'ai autant d'années passées en tant que Scrum Master, ou chef de projet digital ou coach agile, et en ayant fait ce travail sur moi, sur le chemin du yoga. J'ai plus de 3000 heures de formation en yoga. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Et je dédie ma vie au yoga. Pour moi, tous les jours, le matin, le soir, avant d'aller au lit, mais aussi pour accompagner des personnes qui ont besoin de connaître des outils de méditation ou d'autres outils pour jouer au niveau physique, émotionnel ou mental. Et j'amène ces outils dans le monde de l'entreprise. Au début, avant de prendre ce job, je m'étais dit, j'ai un choix à faire. Soit je fais du yoga et j'entreprends dans le yoga, avec ma casquette d'entrepreneur et prof de yoga, soit je reste sur du freelance et je continue à faire cette activité-là. J'avais l'impression que j'avais un choix à faire. Et en fait, j'ai réussi pour la première fois, disons, à réellement amener avec moi tous ces outils, prof de yoga, d'entrepreneur, dans ma mission de freelance, pour mettre ces outils au service de l'organisation, des groupes d'individus, de mes supérieurs et de toutes les personnes avec qui je travaille. Mais avec eux, tu fais plus de la méditation que du yoga. En entreprise ? Ouais. Ça dépend. J'ai fait des pranayamas, des pratiques de respiration. Ça, c'est du yoga, du coup ? C'est du yoga. D'accord, ok. Oui. Je dirais que le yoga, c'est pour une moi, invitation le yoga, à la pause. C'est chien tête en haut, chien tête en bas. Ces trucs-là, en fait, je pensais que c'était... Il y a différents... Si on prend les Yoga Sutras de Patanjali, il y a 7 étapes pour atteindre la libération, le samadhi. En Inde, si tu veux, le parallèle il est différent. On veut atteindre moksha, la libération. Donc tout ce qu'on fait dans cette vie, tout ce qu'on pense, qu'on dit et ce qu'on fait, c'est pour atteindre la libération sur cette vie terrestre. Ouais. Et en fait, en Europe, on est plus conditionné pour faire et travailler. Ouais. Alors que là-bas, ils ont eu plus l'opportunité d'observer les émotions et le mental. D'accord. Pour ensuite atteindre la libération. Et si on fait référence à nouveau au Yoga Sutra de Patanjali, il amène le yoga comme c'est rattaché à la philosophie du yoga, qui elle s'intègre dans Sankhya philosophie. Mais la philosophie du yoga selon Patanjali, on vient ici amener le yoga, disons, dans un état de calme. Les pensées dans un état de calme. On doit être dans un état de yogaha chittavritti nirodha. Ça veut dire qu'on doit être à un état d'équanimité où les pensées sont à notre service. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, on ne fait pas la mention d'asana, de posture. On n'est pas invité à mettre l'orteil derrière l'oreille. C'est plus les Américains qui en ont fait une pratique sportive. C'est ce qu'on appelle les asanas. Mais le yoga, c'est aussi comment tu vas te juger ou pas quand tu as une émotion ou une pensée. Quel est ton regard sur toi-même à ce moment-là ? Si tu te juges constamment sur « je ne suis pas en capacité de le faire », je ne suis pas en capacité de me mettre en action pour entreprendre, pour être en free ou monter une activité. Si constamment tu as ce regard sur toi, là, c'est un regard, disons, on parle de ahimsa, de la non-violence. Et ça fait partie des premières étapes avant d'atteindre justement les asanas. Ensuite, le pranayama qui est le souffle. Quand tu associes le mouvement et le souffle,
tu te connectes à un autre état, et ensuite, ça te permet d'atteindre le samadhi, la libération éventuellement. Il y a différents types de samadhi. Tu nous as fait une masterclass yoga, là. C'est vrai, c'est intéressant, tu donnes plein d'éléments. En plus, tu les donnes en indien, en français, les noms. Mais pour moi, réellement, le yoga, c'est un moment de pause que tu t'accordes. Ouais, d'accord, ok. Pour observer. Ok. Et ça commence là. Ok. Et ensuite, tu peux amener cet état de yoga, disons de présence, partout. Ouais. Quand Patanjali, dans les Yoga Sutras, il fait référence aux asanas, il y a une paire d'exemples. Il nous parle de stiram and sukham. Donc en gros, l'asana, la posture, elle doit être confortable, elle doit être tenue sur une longue période, sur une longue durée. Donc si tu arrives à mettre l'orteil derrière la tête, et pendant 1 seconde, que tu te fais un claquage où tu tires sur ton corps, que tu es en tension, crispation, que tu n'es pas relâché et que tu la tiens pas pendant une longue durée, c'est pas réellement un asana, tu n'es pas réellement en train de faire du yoga. Plus tu es lent, plus tu es doux avec toi, plus tu es dans le subtil, plus ça fonctionne pour toi et pour les autres. Et c'est là où c'est intéressant d'être dans cet état de yoga en entreprise, parce que du coup, tu agis dans le subtil pour te mettre au service de l'autre. Parce que tu vas observer, tu vas ressentir des choses, tu peux regarder ou pas, et là du coup, tu vas savoir si tu as besoin d'aller vers une personne pour discuter, si tu as besoin de mettre en relation une personne avec une autre. Et là, en fait, il y a tout qui fait sens, et c'est plus naturel. Mais avant ça, pour revenir à ta question qui était, quel est ton regard par rapport au fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent sur le chemin du bien-être, etc. Il faut vraiment qu'en amont, on se soit suffisamment décortiqué, on ait enlevé ces premières couches, ces conditionnements, qu'on ait enlevé un maximum de conditionnements, même si c'est vers l'infini, pour qu'on puisse se mettre au service d'une meilleure manière sans biais. Parce que sinon, on peut faire du mal aux autres. Dans ta pratique de coach agile, tu as eu parfois des personnes qui étaient un petit peu réfractaires voilà, parce que en plus souvent c'est des personnes qui sont plutôt tech, qui n'ont pas fait de dev perso ou autre. Donc peut-être quand tu vas faire une technique de respiration, tu en as peut-être qui pouffent de rire ou qui sont un peu en mode oui bon ça va là le prof de yoga merci mais bon on avance ou on fait de la respiration. C'est ça te parle? Ah ouais, j'ai plein d'exemples à donner potentiellement. Mais souvent je le tourne sur le ton de la blague. Ouais. Et j'essaie de me caler sur l'ambiance et la dynamique de groupe. Okay. Donc si je peux commencer la pratique par une blague ou d'une manière fun d'amener l'exercice, je le fais. D'accord. Et je me revois, là, refait il y a une paire de jours, où je leur dis, est-ce que vous me faites confiance? Parce qu'ils me connaissent depuis 4 mois maintenant. Vous me faites confiance? Oui. Je leur dis, promis, ça fait pas mal. Et ensuite, je leur explique l'approche, comment on se positionne, comment on va s'ancrer, comment on va tenir ouverte la cage thoracique pour un exercice de respiration par exemple, et comment en amenant la main face au visage, on va utiliser les doigts d'une certaine manière pour la pratique de respiration. Et ensuite, je leur demande de fermer les yeux. Et je le fais d'une manière convaincue, parce que je suis convaincu, et j'ai déjà observé les bienfaits sur moi des mois et des années auparavant, donc je sais ce que ça va leur faire. Et vu que je suis connecté à eux, et en même temps connecté à moi, je sais dans le cadre du groupe où je peux les amener, et aussi comment je peux amener les différentes individualités dans le cadre du groupe à appréhender l'outil. Et il y a certaines individualités qui vont pas le faire, mais qui vont quand même fermer les yeux. Il y a certaines individualités qui vont ouvrir les yeux de temps en temps et faire la pratique pleinement. D'autres, ils vont faire le truc en mode hybride. Mais c'est une première étape, un premier pas en avant vers l'expérience. Et c'est des expériences qui permettent tout simplement de se connecter un peu plus à eux. Par exemple, sur une pratique de respiration, où on vient travailler sur l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau, sur les deux des 3 nadis principaux en yoga, Ida et Pingala, en activant Ida, qui est le côté un peu émotionnel et féminin, lunaire, on va jouer sur la partie droite du cerveau, et la narine droite, qui est reliée à Pingala, sur la côté plus orienté vers l'action, le soleil, le côté très masculin de la chose, l'hémisphère gauche du cerveau. En amenant une respiration alternée, ça va équilibrer l'oxygène qu'on amène au cerveau. Ça peut amener à activer certains, on appelle ça nadis en yoga, des canaux énergétiques. C'est la taille d'un cheveu, mais physiquement, c'est pas un cheveu. C'est quelque chose de très subtil qui est en nous. Petite parenthèse, en yoga, on a 72 000
dans notre corps physique et autour. Toi et moi, on est connectés. Il y a 72 000 canaux énergétiques autour de nous. Sauf qu'avec nos sens, on se voit de cette manière-là et avec cette séparation-là. Mais ça, c'est scientifiquement prouvé ou Ouais. D'accord. On arrive maintenant avec des machines, notamment des machines où on emmène des astronautes dans l'espace. Ils n'ont pas la possibilité de faire des petits check-up. Et on a des machines maintenant que j'ai testées ici en France où on peut tester un certain nombre de paramètres. Et même sur ces machines, souvent, on met des capteurs aux doigts, aux orteils ou autour des poignets et des chevilles et de la tête. Mais en fait, cette machine même, elle capte les choses sans même ces choses-là. Ces capteurs sont là juste pour faire plaisir au patient, pour que, avec son esprit analytique, il ne se pose pas la question de qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une blague ? Mais du coup, avec ces capteurs-là, sur des capteurs plus subtils, ces machines-là peuvent donner entre 10, 15, 20 à 25 000 indicateurs différents. Savoir si tu as mangé bio, si tu as fumé la veille ou l'avant-veille, qu'est-ce qu'il y a dans ton système, si tu es stressé, si tu dors bien, comment tu dors. C'est incroyable. Et ces pratiques-là, notamment le souffle que j'amène dans l'entreprise, et c'est pour qu'ils se connectent un peu plus à eux, pour qu'ils observent que, ok, par exemple, le souffle, c'est un mouvement passif. On ne conscientise pas qu'on respire. Mais si on ne respire pas, il n'y a pas la vie. Bien sûr. Et c'est une des sources qui active le prana en nous pour amener cette vitalité en nous. Et c'est une première expérience vers cet état de yoga que je leur amène. Et pour aussi qu'ils se comportent mieux avec eux-mêmes dans le cadre du groupe, mieux avec eux-mêmes quand ils travaillent de façon individuelle pour le groupe, et aussi dans le cadre de l'entreprise. Et par l'expérience, et en leur montrant via l'expérience, après ils l'observent avec eux-mêmes, ils sont l'observateur, l'expérimentateur, et ils sont l'expérience elle-même. Et donc par ça, ils voient qu'il y a des bénéfices. Donc au début, ils sourient, mais je ne le prends pas pour moi, parce qu'ils ne savent pas. Et après, ils ont la possibilité d'observer. Et ils ont leur propre réalité par rapport à cette expérience. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça va faire chez eux. Mais je peux pressentir des choses. Et en général, j'amène ces outils-là pour que ça serve l'individu, le collectif et l'entreprise. Et après, au bout d'un temps, en passant par la preuve, ça fait son petit bonhomme de chemin et la conduite de changement se fait comme ça, de manière soutenue, douce et dans la durée. Il y a un conseil que tu donnes souvent aux équipes, aux clients, etc., que toi, tu as du mal encore à suivre ? Je ne m'attendais pas à cette question. Non, mais parce que tu sais, quand on est dans le bien-être, souvent, on a la technique, on va dire, tu vois, du bien-être. Mais souvent aussi, comme on dit, le cordonnier, c'est souvent le plus mal chaussé, tu vois. Parfois, tu sais ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, mais toi-même, day to day, tu struggles encore un peu, tu vois, avec certaines choses, parce que finalement, on reste aussi encore jeune et en fait, on continue à apprendre, même nous-mêmes, dans nos métiers, dans nos pratiques, jour après jour. Et parfois, on peut encore être sur des chantiers, tu vois. Moi, par exemple, je sais que souvent, les personnes qui viennent me voir pour se reconvertir, le conseil que je leur donne et que je faisais, moi, en tout cas, au début, ça c'est clair, je faisais comme eux, c'est de ne pas s'éparpiller. C'est des personnes, souvent, quand tu te reconvertis, tu t'éparpilles beaucoup. Par exemple, elles arrivent... elles veulent ouvrir un café, mais aussi être prof de pilates, mais aussi vendre des formations digitales. Et donc, du coup, elles font un peu tout, par exemple, en même temps. Et du coup, il faut pouvoir se recentrer pour pouvoir se lancer. Voilà. Est-ce que toi, tu vois, il y a encore des chantiers aujourd'hui sur lesquels tu travailles peut-être c'est à un niveau supérieur aussi, ça demande aussi peut-être plus de pratique ou plus d'expérience. Je dirais que je pense à elle, puis elle m'appelle. C'est ma future femme qui est indienne. Ah. Et elle me dit souvent Everything got its own sweet time. Donc c'est-à-dire que le temps, si on considère qu'il y a du temps déjà, mais les choses, elles doivent arriver d'une certaine manière, de façon logique, et on ne maîtrise pas. Donc des fois, on veut forcer, on veut tout faire en même temps. Et on s'éparpille, comme tu dis. Ouais. Et des fois, on veut donner des conseils. Et j'ai compris, j'ai fait l'expérience en tout cas de ça. Maintenant, plus ça va, moins j'en donne. Je veux plus donner de conseils. Être dans cette posture de coach finalement. Parce que le coach, il donne pas de conseils. Voilà. Je considère que la personne a tous les outils et toutes les réponses en elle.
C'est juste quel est le moyen ou quel chemin je vais prendre pour commencer à itérer avec moi-même en me disant, là, je suis bien sur cette pratique de, OK, je fais du pilate pour moi, déjà. Ouais. Ensuite, je fais du pilate pour les autres. Ouais. Et ensuite, OK, même si j'aime bien boire des cafés, est-ce que j'associe l'activité café avec l'activité pilate? Ce qui fait sens. Mais comment tu organises ça, tu vois? Et si tu guides la personne, parce que tu es d'abord toi-même passé par l'expérience, Ouais. bah, tu ne veux plus changer l'autre. Tu ne vas pas donner de conseils. C'est juste, disons, par une méthode un petit peu entonnoir, de questions ouvertes, où la personne, elle va aller dans le sens qu'elle souhaite pour finalement mettre en pratique des choses, mettre dans l'action des choses qui font sens pour elle. Ouais. Il y a 3 piliers majeurs dans le yoga que j'adore pratiquer, le Raja Yoga. Le Raja Yoga, ils appellent ça en Inde le yoga des rois. Et pour moi, elle adresse l'émotionnel et le mental. Comment cette petite voix peut devenir ta meilleure amie au quotidien. Et pour avancer sur cette dimension de Raja Yoga, il y a 3 piliers essentiels. C'est le Karma Yoga, Yana Yoga et le Bhakti Yoga. Le Yana Yoga, c'est le yoga de la connaissance. La connaissance de toi-même, mais que tu peux avoir dans des livres ou autres. Donc c'est bien d'être érudit, mais si tu ne mets pas cette connaissance en mouvement, le Karma Yoga, eh ben, tu ne sauras pas si ce que tu as lu ou ce que tu as expérimenté avec toi-même, si ça fait sens dans cette matière. Ouais. On est dans cette matière, mais on est des êtres aussi infinis, encapsulés dans ce corps physique qui est la matière. Et donc ça, c'est une chose. Ouais. Et la 3e dimension, c'est la dimension dévotionnelle de Bhakti Yoga. Et les scientifiques nous le disent aujourd'hui. Dans le niveau macro, au niveau de l'univers, on a toutes les mêmes composantes au niveau micro dans ce corps physique. On est à 1, 2, 3, 4, 5% de savoir ce que le corps humain peut faire. Ouais. Et donc si tu amènes ce côté dévotionnel de OK, il y a quelque chose de plus grand qui existe, peu importe comment tu l'appelles. Certains l'appelleront la lumière, le divin, Dieu, d'autres ça pourrait être Allah, Jésus-Christ, peu importe. Si on croit en quelque chose de plus grand qui nous anime, en tant qu'être humain, bah quand tu mets cette connaissance que tu as avec toi-même ou dans des livres en mouvement, avec cet aspect dévotionnel, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et là, du coup, tu vois où la vie t'amène. Et donc, c'est, pour moi, l'essentiel, c'est de se connaître d'abord davantage, au maximum, avant de commencer à supporter quelqu'un sur son chemin. Et la personne, dans tous les cas, va trouver son propre chemin. C'est juste là pour outiller la personne. Ouais. D'ailleurs, donc, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Si ce n'est que si on est vraiment sur une démarche de supporter l'autre et de supporter l'humain, de faire un travail sérieux, dédié, avec soi, au quotidien, pour gérer son corps physique, qu'il ne faut pas oublier, mais pas que, l'émotionnel et le mental. Et aujourd'hui, comment en Europe on utilise l'émotionnel et le mental, ben on le laisse de côté. Je pense que je t'avais déjà pris l'exemple sur ce truc-là. Tu te fais une tache sur ton polo. Tu n'attends pas 15 jours pour laver ta tache de sauce tomate sur ton polo blanc. Tu vas laver ton t-shirt. Pareil sur le corps. Tu vas prendre une douche tous les soirs. Pourquoi on n'adresse pas l'émotionnel et le mental? Et en fait, c'est partie intégrante de notre condition humaine. Ce qui nous différencie de l'animal. Cet ego qui est nécessaire. Qui on nous différencie de prend l'animal. vachement soin de notre corps. Moi, je sais que je fais beaucoup de sport. Et effectivement, je trouve qu'on prend pas forcément assez soin de notre mental, de l'intérieur, de notre équilibre intérieur. Et c'est hyper important. Et du coup, heureusement qu'il y a des personnes qui sont accompagnatrices, comme toi, par exemple, comme moi aussi, plus côté business, et qui peuvent décharger aussi mentalement les autres. Et ça m'amène sur ma dernière question aussi que j'aime bien poser. Donc, on est dans un média autour de la reconversion. Si demain tu rencontres une personne qui veut se reconvertir, mais qui doute, qui a peur, qui n'ose pas, qui a peur de tout perdre, on ne sait pas si l'herbe va être plus verte ailleurs ou pas, est-ce que tu pourrais peut-être t'adresser à cette personne? Quel est le conseil que tu lui donnerais? J'ai envie de dire beaucoup de choses. Que cette personne se rappelle un moment heureux, de joie, que ça soit perso ou pro, ou les deux. Pour moi, rien n'est séparé. Et connecté à cet état de joie,
de bonheur ou de paix, de voir comment et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle arrive dans cet état-là à ce moment-là. Ouais. Et en fonction de ça, d'essayer de reproduire ces moments-là et de voir qu'est-ce qui a permis cet état-là. Ouais. Et en fonction de ça, de se focaliser sur ces points forts. Il y a des choses à adresser quand on veut s'ajuster de façon personnelle, mais de se focaliser sur les points forts qui ont permis cette atteinte de cet état-là, Ouais. et de croire en soi, et d'y aller. Mmh. Et de voir que la lumière est en nous, et qu'on peut la cultiver pour nous, Ouais. et la partager autour de nous. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange, Paul. C'était Merci à toi. plein de bons conseils, plein de puissance, de force intérieure. Moi, je l'ai ressenti en tout cas ici dans cette pièce. J'espère que nos auditeurs, à travers le podcast ou YouTube ou autre, l'auront ressenti aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite travailler avec toi ? J'ai un site web, paulyoga.com, Ok. très simple. Ouais. Également sur Instagram. La chaîne YouTube est en construction. Ok. Donc Parfait. voilà, on va essayer d'être un peu plus présent au niveau digital dans les prochaines semaines. Parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur Machi Matcha dans vos oreilles ou sur YouTube. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Merci à toi. Merci. Merci à tous.